le fait que tu as deux personnalités, j'ai parlé de Yahyaoui et de Abdelaziz Bouteflika et de Chadli Ben Jdid. Par rapport à la France, on parlait de la France. Il est évident que la France ne pouvait pas supporter, ne pouvait pas accepter l'accession de Mohamed Salah Yahyaoui à la présidence de la République en Algérie. Ancien maquisard, Wilaya 1, baroudeur, chef de l'académie militaire, ayant formé la plupart des officiers devenus généraux présidents ou capitaines présidents en Afrique. C'est net. Deuxième élément. Le Chadli Ben Jdid, les Français ne le connaissaient pas beaucoup. La presse française, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ne le présentait pas sous un jour bon. Le problème, c'est que les Français, j'avais dit, et je reviens, ont toujours deux opinions contradictoires mais complémentaires sur les gens. Le point de vue de Daniel Jonka ou comment il s'appelle l'autre responsable qui écrivait dans Le Monde, Pérancel Hugo, était plus ou moins apparenté à des positions de gauche. Par contre, tu avais des gens qui écrivaient aussi dans le monde diplomatique ou qui écrivaient dans des revues comme la documentation française, comme Marianne, comme un certain nombre de revues de droite, qui avaient un autre point de vue. Mais quand on compare ce qui se dit par les uns et par les autres au sujet de Chadli Ben Jdid, on avait l'impression qu'il y avait un consensus. C'est-à-dire, ils n'en voulaient pas. Les Français ne voulaient pas de Chadli Ben Jdid. Les Français voulaient de qui? Ils voulaient d'un certain Abdelaziz Bouteflika, qui voulait ramener Boumedienne de Moscou à Paris, de Moscou à Alger via Paris. Ça, oui. Et ensuite, durant toute la période de Boumedienne, Abdelaziz Bouteflika, quand il lui arrivait de quitter l'Algérie en villégiature, c'était à Paris qu'il tournait. Il m'est arrivé de le rencontrer sur le boulevard Saint-Michel, à plus d'une reprise. Donc, le problème, c'est qu'il préfère avoir affaire à quelqu'un qu'ils connaissent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce type qui était attendu par les Français ne sort pas. Conclusion que je tire, ce n'est pas l'Arabie Belkhair qui a eu le dernier mot. C'est Qasem Arbah. C'était ce que j'avais expliqué. Je comprends à ce moment-là que tout ce que va faire la France à partir de l'arrivée de Chadli Ben Jdid, c'est d'essayer de le récupérer dans le sérail. C'est le voyage avec le dépôt de gerbes au pied du soldat inconnu, on en a parlé, patate Koufa. Une fois cette affaire réglée, il restait un élément très important pour les Français, pour avoir véritablement la possibilité de phagocyter totalement le régime algérien des années 80, c'était d'éliminer les hommes forts, ou de faire éliminer les hommes forts qui sont dans le régime algérien à l'époque. Ça veut dire quoi, les hommes forts? Les gens comme Qasem Arbah, qu'on ne peut pas soupçonner. Qasem Arbah, il serait... Tu veux dire les hommes forts? Les hommes forts. Donc le parcours renvoie à la guerre de libération nationale, c'est-à-dire de l'ALN, et qui ne sont pas du mal, et qui ne sont pas pro-français. Et qui ne sont pas pro-français. Qui ne sont pas pro-français. Donc, accélération de la liquidation. Accélération de la liquidation. Des militants, des cadres de l'ALN, du mal, des hommes clés, du pouvoir, c'est ce qu'ils ont essayé, de l'intérieur. Ils ont essayé de faire dès le début. Dès le début, quand ils se sont assurés que, en fait, l'Arabie Belkhair avait eu la main lourde dans la proposition. Il a accompagné et soutenu la proposition de Chadli Ben Jdid comme président de la République. Ils ont eu la main lourde. Ils ont obtenu un gain de cause.
Le gain de cause s'appelle... Mais ça contredit ce que tu voulais dire non, tout à l'heure. Mais tu as dit tout à l'heure que... Non, je te rappelle, peut-être que c'est un glissement. Tu as dit tout à l'heure que l'Arab ibn Khir n'avait pas une main directe dans le choix de la... J'ai dit il a préparé Chadli Ben Jdid. Il l'a préparé. Il n'a pas décidé. Je pense que ceux qui ont décidé, ce n'était ni l'Arab ibn Khir, ni Nizar, ce sont des gens comme Qasdim Rabah, etc. Parce qu'ils pensaient pouvoir l'attirer à eux. Et Qasdim Rabah, en pensant à Chadli Ben Jdid, pensait au vieux maquisard. Il a ce réflexe. Est-ce qu'il savait quel était le degré d'influence de l'Arab ibn Khir sur Chadli Ben Jdid? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Et facteur qui joue en faveur de cette interrogation et de cette inquiétude, c'est que Chadli Ben Jdid n'était pas à Alger. Il était à Oran. Qasdim Rabah, c'est Alger. C'est la centrale des services. Qasdim Rabah, qu'est-ce qu'il peut connaître de Chadli Ben Jdid? C'est peut-être quelques gesticulations. Il voudrait savoir quelle est sa position par rapport à ce qui se passe avec les Marocains. Parce que Qasdim Rabah, c'est plus ou moins, s'il ne le sait pas par les services, il le sait par la presse qu'il lit. Et la presse qu'il lit dit, déjà à l'époque, à la fin des années 70, que le colonel de la deuxième région militaire, un certain Chadli Ben Jdid, ne verrait pas d'un mauvais œil le règlement de la question du Sahara occidental. À l'époque. On en a déjà parlé. Et on a conclu que cette thèse n'était pas vérifiée et n'était pas vérifiable. À moins si demain, dans les mémoires de Chadli Ben Jdid ou de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Maintenant c'est leur cas. Excuse-moi, je vais maintenant te matraquer. Moi, je voudrais concrètement, pour ne pas couper le fil conducteur et pour ne permettre à nos amis téléspectateurs et auditeurs de suivre la logique de notre analyse. Quelles ont été les répercussions directes, les conséquences directes de l'assassinat de Melbah et de Boudiaf sur l'avenir immédiat, c'est-à-dire 93, 94, 95 de l'Algérie. Et dans cet enjeu-là, quelle a été la dimension du facteur endogène dans l'assassinat de ces deux figures importantes et quel a été le facteur exogène. Voilà, je reviens à ta démarche des élites et de l'encadrement. Je reviens à ton repère méthodologique, en l'occurrence celui de la contradiction des facteurs endogènes et exogènes, et je t'interpelle pour me répondre sur les répercussions directes de ces deux assassinats hautement politiques, facteurs intérieurs et facteurs extérieurs. Très bien. Donc, les deux assassinats, on avait dit qu'ils étaient liés à ce projet, ou à ces deux projets de mise en route de mouvements de type élitaire. C'est ça qui les caractérise. L'assassinat de Boudiaf en 1992, après un peu moins de 6 mois disons 6 mois et quelques 13 jours. 6 mois et 13 jours. On avait longuement discuté, on avait évoqué un certain nombre de causes qui auraient plus ou moins précipité ça. Casse la possibilité de l'émergence d'un mouvement élitaire endogène. Qui serait la continuation du mouvement national, de la guerre de libération nationale, du pouvoir non. Qui serait cette nouvelle idée très disputée entre Ben Hamouda et Boudiaf de l'émergence d'un nouveau parti politique. C'est-à-dire d'un nouvel encadrement, du champ politique algérien. Exactement. Et le RPN était perçu, à tort ou à raison, comme une excroissance de la cellule qui avait plus ou moins fomenté la déposition du président de la République, Chadli Ben Jdid, et l'arrêt du processus électoral en 1991. Ouais. Donc, ce RPN, les Français ont compris qu'il était plus ou moins une cristallisation qui allait dans ce sens. Et donc ça pouvait faire une émergence d'une catégorie sociale
social et politique qui regroupait à l'époque un certain nombre de gens qui sont du mouvement national, dont les gens que tu citais tout à l'heure, c'est-à-dire Ali Haroun, Belqaïd, Abou Bakr Belqaïd, Mohamed Ben Mansour dont je parlais, Allah Ben Hamouda. Donc ces gens-là. Il ne fait pas partie du mouvement national. Non, il ne fait pas partie, mais il était secrétaire général du JTA, donc la force principale à l'époque du syndicat. Donc ce clan, ou ce clan qui s'inscrivait dans la logique des gens viéristes. C'est les gens viéristes. Ce sont, côté civil et militaire, les gens viéristes. C'est-à-dire, entre guillemets, ce qu'ils disaient d'eux-mêmes, les sauveurs de la République. À cela s'ajoute que probablement des promoteurs de la déposition de Chadli et de l'arrêt du processus électoral va être complètement marginalisé, discrédité au lendemain de l'assassinat de Mohamed Boudiaf parce que la rue le prend pour cible. C'est l'Arabe El Khair. L'Arabe El Khair est marginalisé. Il est désigné, à tort ou à raison. Moi, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Les commissions d'enquête ont été ce qu'elles sont. On a dit que l'assassinat était un acte isolé. Personne n'y croit, mais c'est la thèse officielle. Mais s'il y a une chose dont on peut être certain et sur laquelle on est fixé, c'est l'éloignement des centres décisionnels apparents de l'Arabe El Khair. En plus de celui de l'Ammari aussi. Parce que Boudiaf avait demandé officiellement à Al-Azhar, ministre de la Défense à l'époque, et membre du HCE, d'écarter définitivement Mohamed Ammar. Écoute, sur ce, là je ne veux pas. Donc, est-ce que, à ton avis, sur la question de l'Ammari, je crois qu'il y a beaucoup de controverses. Il y a une controverse entre Hicham Aboud et Smara. Nos amis peuvent lire ça sur Internet. Il y a beaucoup d'explications, elles valent ce qu'elles valent. Je n'ai pas à les commenter. Je ne suis pas le commentateur des éruptations de transfuges des services spéciaux algériens. Mais le problème, il est là. On a donné des explications sur l'élimination de l'Ammari par Boudiaf, sur son éloignement, qui ne sont pas des explications de nature politique et stratégique. Elles seraient liées à des problèmes de trafic, de mafia et de couverture de groupes interlopes. C'est ce que dit un des deux zigotos que je signalais tout à l'heure. Ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas la même affaire ce n'est pas la même raison que Belkhair. Parce que Belkhair, à tort ou à raison, la rue l'a désigné comme le principal acteur de l'assassinat de Boudiaf. Je me souviens, j'étais à Alger, je me souviens des gosses et des adolescents descendant la rue des Touches en disant « Belkhair assassin ». Je ne sais pas si tu étais là à l'époque. Oui, j'étais là. Tu as entendu comme moi. Oui. Je ne me suis pas trompé. Enfin, ils ont désigné tout le monde. Pour eux, c'est le pouvoir qui l'a assassiné. D'accord. À l'époque, c'est tout le monde qui le disait. On disait pour le pouvoir assassin. Ça, c'est un truc que les Algériens disent depuis 62. Mais Belkhair assassin, ça, c'est des choses que j'ai entendues. C'est-à-dire, pour les gens, ceux qui ont ramené Boudiaf l'ont assassiné. Voilà, tout simplement. Je suis bête, idiot, et j'observe. Qu'est-ce que j'ai entendu? Je n'ai pas entendu, ils l'ont amené, ils l'ont assassiné. J'ai entendu dans la rue un nom. Un nom. Non, d'autant plus qu'il a été accusé publiquement par d'autres, il n'a pas répondu, etc. On a parlé de tout ça. Maintenant, on peut penser que, suite à l'assassinat de Boudiaf, la pression ou l'empreinte Belkhair dans le pouvoir de décision allait s'affaiblir. On a pensé ça. Il se trouve que immédiatement après l'assassinat de Boudiaf, il est remplacé par quelqu'un, un membre du HCE, qui est un ancien maquisard. Alors que Boudiaf n'est pas un maquisard, c'est un militant politique. Et cet ancien maquisard, c'est l'ancien colonel de la Wilaya 2, c'est-à-dire Ali Kafi. Bon,
Et c'est sur Ali Kafi que Qasdi Marbah est assassiné.